Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Tous les vendredis, toujours en mode Jordan sur la fréquence. Et toute l'équipe est parée pour recevoir l'invité ce matin dans la rubrique de Mosley. Mosley, bonjour Mosley. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Tranquille. L'actualité politique chauffe. Oui, ça chauffe. C'est fort. C'est trop fort. C'est trop fort même, on va dire qu'il y a peut-être des données qui vont changer d'ici là avec ce qu'il y a eu hier comme sortie de ce qu'on va désormais appeler PDG Héritage et Modernité. Quoi, ça te fait rire? Ouais, ça me fait rire. Pourquoi ça te fait rire? Pourquoi ça me fait rire? Ça me fait rire tout simplement parce qu'on tombe un tout petit peu dans ce que tout le monde qualifiait d'incongruité politique en ce qui concerne l'opposition. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a eu le décès d'un fondateur d'un parti de l'opposition, il y a souvent eu naissance du bicéphalisme. Et là, on se retrouve dans une posture 7 ans après le décès de Omar Bongo où on voit le PDG qui est en train d'avoir 2 têtes. Est-ce que juridiquement cela sera accepté? On ne sait pas, mais on attend de voir la suite des événements. Mais à toute fin utile, c'est qu'aujourd'hui, avec le discours qu'a tenu Michel Menga hier, lorsque il s'est agi de la sortie de ce qu'ils ont appelé précédemment Rassemblement Héritage et Modernité, qui est d'ailleurs un courant qui avait été dissous au sein du Parti démocratique gabonais. On se rappelle encore lorsqu'il y a eu le fameux clash avec Mogabo, Mouvement Gabonais pour Ali Bongo Ondimba. Alors donc, on s'est retrouvé dans une posture où hier, après l'exclusion, parce qu'il faut savoir que le distingué camarade par la plume du secrétaire général a décidé de l'exclusion de 3 membres, du moins 3 leaders de ce regroupement-là, de ce mouvement-là, notamment Alexandre Barrault-Chambrier et Michel Mengamé-Sono et Jonathan Inyumba. Donc, évidemment, tous avaient un mandat électif en tant que député du Parti démocratique gabonais. Pour Alexandre Barrault-Chambrier, il s'agissait du 2e siège du 4e arrondissement de Libreville. Pour Michel Mengamé-Sono, il s'agissait du département de la Noya, notamment au Cocobiche, on va dire. Et évidemment, Jonathan Inyumba, lui, il est originaire de l'Anyanga. Donc, à un moment donné, on se retrouve dans une posture où on pensait que certainement avec leur exclusion, le mouvement pourrait faiblir, mais c'est vrai que c'était à quelques heures de cette sortie d'hier. Mais toujours est-il que là, on se pose la véritable question, c'est de savoir est-ce que le distingué camarade mais également le secrétaire général vont aller plus loin, parce que quand on a exclu Barrault-Chambrier et les autres, peut-être on pensait qu'avec leur sortie des rangs du Parti démocratique gabonais, les autres vont plus ou moins prendre peur ou qu'ils vont décider comme ça de revoir un tout petit peu leur position. Mais on a vu hier ceux qui sont plus ou moins à l'afflux des mouvements, on va dire des activités de ce mouvement-là être présents. On a vu par exemple Michel Boumi, qui est l'ancien secrétaire général de l'université Omar Bongo, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale pour le compte du Parti démocratique gabonais pour la province de l'Ogooué-Maritime. On a vu plusieurs autres, on a vu Elan Meignen, qui est également député du département du Thème, donc Bitam. On a vu des hautes personnalités en ce qui concerne le Parti démocratique gabonais et même des anciens hiérarques, des missionnaires, notamment Jean-François Touméman, Jean Yegendon et consorts, tout comme on a vu certains leaders de la société civile comme, c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui où il se situe, Marcel Libama, qui ont pris la parole. Donc cela dénote un tout petit peu peut-être de ce qu'on pourrait avoir comme, on va dire, challenge pour les différents candidats au moment de l'élection présidentielle, parce que là, ça va bouleverser un tout petit peu les équilibres, parce qu'avec la mise en place de ce regroupement-là, on voit bien que c'est une partie de l'électorat, parce qu'ils ont promis présenter un candidat. C'est vraiment, évidemment une partie de l'électorat du PDG qui pourrait être plus ou moins de leur côté. Donc le PDG pourrait perdre des voix, tout comme également avec le poids politique de ces derniers, on pourrait également voir au niveau
plus ou moins de ce qu'on pourrait appeler le poids politique des personnes qui animent désormais ce PDG Héritage et Modernité, tel que Barreau Chambrier, qui, il faut le dire, est quand même très suivi du côté du 4e arrondissement de Libreville. Et on sait quel est le poids politique que représente son père. Notamment, on a par exemple vu au moment de la sortie du PDG de Jean-François Toumeman qui déclarait que, évidemment, s'il est entré en politique, c'est grâce au soutien de Chambrier père. Donc, quelque part aussi, qu'est-ce qui ne nous dit pas que le fait que ces derniers ne se soient pas déclarés en faveur des candidats qui sont déjà connus au niveau de l'opposition, et est-ce qu'ils n'attendaient pas un peu cette sortie-là? Mais toujours est-il que on espère tout simplement, puisqu'ils ont décidé de continuer à œuvrer dans le sens on va dire, du militantisme dans le cadre du parti, parce qu'ils refusent leur exclusion. Ils estiment que plus ou moins c'est pas un individu ou encore quelques individus, parce qu'ils auraient quelques positions dans le parti qui pourraient déclarer leur sortie des rangs du Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, l'acte qu'ils ont posé hier était un acte fort politiquement, parce qu'ils ont, au-delà on va dire, du fait que le secrétaire général, avant même la décision d'exclusion, avait déjà adressé une correspondance aux leaders de l'héritage de modernité en leur demandant de ne pas utiliser les armoiries, notamment tout ce qui est en rapport avec les images du Parti démocratique gabonais. Les symboles visuels. Les symboles visuels du Parti démocratique gabonais pour leur manifestation, dans la mesure où elle s'inscrit en dehors du cadre légal déterminé par le règlement, les statuts et le règlement intérieur. Mais ils ont quand même hier osé. Ils ont osé se présenter au moment de leur sortie en arborant des chemises à l'effigie du Parti démocratique, notamment de son président fondateur historique connu, le feu Omar Bongo, ce qui sous-entend que derrière, c'est un symbole fort. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont restés dans le grand bateau devraient quand même essayer un tout petit peu de voir dans quelle mesure peut-être trouver des voies pour discuter à nouveau avec ces personnes-là. Parce que... c'est pas du chantage politique. Ça peut être du chantage politique, mais n'empêche que la volonté aujourd'hui, c'est de réunir toutes ces personnes-là pour qu'on discute. Parce que s'ils ont refusé l'exclusion, ça sous-entend qu'ils tiennent encore à rester dans le parti. Ça sous-entend qu'ils sont encore ouverts à la discussion. Ça sous-entend qu'ils sont encore prêts à discuter de certaines situations dans le parti. Et d'ailleurs, je crois que leur communiqué avait été clair lorsqu'ils ont annoncé que le 15 juillet 2015, lorsqu'ils avaient fait leur sortie, ils avaient demandé à ce qu'il y ait un congrès de clarification, et le congrès de clarification avait pour objectif évidemment de faire en sorte qu'ils discutent des questions internes au parti. Donc ils cherchaient à laver le linge sale en famille. Donc là, est-ce que il y a eu une fin de non-recevoir au sein des instances dirigeantes du parti? On ne sait pas. Mais à toute fin utile, on se souviendra qu'il y a quand même une rencontre au cours de laquelle, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, on avait décidé de la suppression de ces courants politiques, parce que le distinct Kamara avait vu que ces courants politiques, certainement, que ça ne laissait pas entrevoir une image assez positive du parti. Mais n'empêche, c'est vrai que le Mogabo a peut-être s'est mis de côté, du moins a décidé de mettre le bateau Mogabo lui-même au garage, mais en œuvrant, parce qu'il faut aussi le dire, en œuvrant à travers les associations, parce qu'on voit aujourd'hui tous ceux qui appartenaient au Mogabo sponsoriser certaines associations connues qui militent pour l'action du chef de l'État ou du distingué camarade. Mais l'héritage de modernité n'a pas choisi cette voie-là. Eux, ils ont choisi de poursuivre leurs activités à visage découvert au nom d'héritage de modernité. Et d'ailleurs, ils sont même allés plus loin, parce qu'au moment du communiqué, on est sorti simplement du mouvement héritage et modernité qu'ils avaient annoncé au départ pour aller au rassemblement héritage et modernité, ce qui laisse déjà sous-entendre, on pouvait déjà sous-entendre dans la communication qu'ils avaient l'intention de créer soit un parti, si au cas où ils n'étaient pas entendus, ou qu'il n'y ait pas de nouvelles rencontres entre eux et ceux qui sont restés dans le grand navire. Ensuite, et avec le discours de Michel Longa, on arrive à une seconde, parce qu'eux-mêmes ils le disent, ils disent bien que nous on s'en va avec notre part d'héritage, créer une nouvelle voie. La nouvelle voie, c'est la voie du PDG Héritage et Modernité. Donc, je crois que c'est une question de valeur, c'est une question de besoin de se faire entendre, c'est une question de besoin de voir ensemble, de réfléchir sur comment aujourd'hui on pourrait résolument
Parce qu'il faut le dire, les intentions sont les meilleures de chaque côté. Qu'il s'agisse du directoire du parti, qu'il s'agisse encore d'héritage immobilier, les intentions sont les meilleures parce qu'on voit que l'action ici, c'est de dire qu'il faut renouveler le fonctionnement du parti. Il faut démocratiser un peu plus le parti démocratique gabonais. Il faut l'inscrire dans les exigences du moment. Donc, l'inscrire pleinement au 21e siècle, ce qui sous-entend qu'il faut aller vers des changements de paradigme. Et on sait que des discours qu'on entend ça et là, c'est un peu le slogan que prône également le distingué camarade de ce parti-là. Donc, quelque part, on pourrait comprendre ou bien on pourrait croire qu'il y a nécessité aujourd'hui que ces derniers puissent plus ou moins chercher à faire en sorte qu'ils soient entendus. Je crois que la seule voie qui reste, c'est qu'il y ait un dialogue franc entre les différents acteurs. C'est pas, peut-être que, on peut aussi comprendre peut-être que le fait qu'ils n'aient pas cherché à faire montre d'humilité comme l'a fait par exemple le Mogabo, c'est ce qui a peut-être excédé les instants du parti parce que c'est quand même grave les actes qu'ils ont eu à poser. Quand on vous dit que vous cherchez on va dire le renouvellement de votre structure politique, mais on vous voit à chaque fois aller auprès des membres, assister aux activités de l'opposition, quelque part, vous tombez sur le coup de quand même la réglementation qui régit le fonctionnement de votre parti. D'accord. Parce que quand on parle de l'article 154, évidemment, cela est prévu intelligence avec le terme ennemi est quand même trop fort. Intelligence avec l'opposition. Quand on parle... voilà. D'accord. Et vous savez que, par exemple, le maire d'Ebitam avait été exclu pour ça. Lorsqu'il a eu la partielle, Abitam, qui a vu l'élection de Yoredan. Parce que tout simplement, son jeu n'était pas clair. Et on avait l'impression qu'il ne soutenait pas pleinement le candidat qui avait été choisi par le parti qui est actuellement le ministre de l'économie numérique, Pastor Ngouane Némé. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi au sein du parti, je crois que Gina ce matin a parlé de discipline. La discipline, c'est aussi de respecter les règles établies. Donc, à partir de cet instant, il est nécessaire qu'on respecte tout ce qui a été énoncé, le contrat que vous avez signé en adhérant au parti. Il faudrait que vous-même, vous soyez en mesure de le respecter. Maintenant, après, c'est vrai, on peut dire, parce qu'ils ont eu à dire hier que ce qui se passe, c'est que les statuts qu'ils présentent aujourd'hui, du moins qui régissent le fonctionnement du Parti démocratique gabonais, sont des statuts qui avaient été plus ou moins rédigés dans des chambres. Voilà, ça c'est pour faire un peu, tu vois, pour dire que c'était pas de façon solennelle et que c'est un groupe qui a voulu imposer cela à l'ensemble du parti. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, quand on a des règles, il faut les respecter et que finalement, il faut discuter. Même si on est prêt à en découdre, mais il faut discuter, discuter, surtout quand vous avez au sein du parti une devise qui dit dialogue, tolérance et paix. Voilà. Merci Mosley, c'était donc l'introduction de la rubrique ce matin. Je rappelle que dans le studio, on reçoit Arnaud Nganji, qui est directeur général de la GOC. Arnaud, bonjour. C'était quoi hein? C'était quoi l'intro? Ouais, c'était l'intro. L'intro. L'analyse introductive. Arnaud, bonjour. Bonjour. Je sais pas, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un réel plaisir de te recevoir. Tu es tu es un haut responsable dans l'administration gabonaise. Tu es directeur général de la GOC, la Gabon Oil Company. Tu étais d'abord secrétaire général président de l'OPEP. L'ONEP, pas l'OPEP. L'ONEP qui est un syndicat. Porte-parole. Voilà. Le secrétaire général, c'était. Mais ça veut dire que. Bagafou, je crois. Il y a eu un seul président à l'ONEP, c'était Théophile Ogandaga. D'accord. Après lui, on est passé à secrétaire général. Donc tu es passé à l'époque, c'était Guy Roger. Tu es passé d'ingénieur à HL, à porte-parole de l'ONEP, conseiller du président, conseiller spécial, chargé de mission. Voilà. Après, tu es passé directeur général de la GOC. C'est le poste que tu occupes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en quelques mots, comment de ton point de vue personnel, comment tu ressens tout ça, cette évolution? Wow. À l'heure où on parle de l'égalité des chances, des compétences. Avant même l'égalité des chances, c'est souvent d'abord une première règle d'humilité. On va dire ça comme ça. C'est d'abord l'humilité parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes ailleurs qui ont tout autant de compétences et qui pourraient prétendre à ces mêmes fonctions. La deuxième chose, quand on parle d'égalité des chances, c'est que je pense que le parcours de certains d'entre nous
lorsque vous regardez que je suis quand même né à Okonja, où j'ai fait mes classes primaires, et qu'après, de périple en périple, je suis passé par Ali Bandeng, par Akebe. Partir de là et un jour entendre son nom au fameux journal du jeudi après le Conseil des ministres, sans avoir eu à faire ce que j'appelais chez nous le christianisme politique. Nul ne va au PR si ce n'est par moi. Donc avoir un parrain, un mentor, quelqu'un chez qui on va apporter du champagne ou du sanglier pour ceux qui vont à la chasse tous les week-ends, c'est déjà montrer qu'il y a une certaine dynamique en marche où lorsque vous faites les choses avec passion. Et en parlant de passion, je vois bien comment Urban FM est parti de là où je vous voyais à ici, où vous avez 3-4 studios, vous êtes, enfin j'ai envie de dire, vous êtes, voilà, mieux la logé. passion c'est ça. Je voyais sur le dernier post sur ma page Facebook, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a acheté à 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est surtout ça, lorsque vous y mettez du cœur, du travail et surtout certaines autres valeurs comme l'engagement. Donne-moi mon bic. Je crois que c'est un peu un mélange de tout ça. Et puis, donc, partir des Akébé et puis de familles pas forcément aisées à la tête de la première entreprise du pays, ça amène quand même un devoir d'humilité et de responsabilité que nous devons prendre très au sérieux. Et puis, voir là que l'action du chef de l'État n'est même pas un programme qu'il devait annoncer, puisqu'en fait, il le fait depuis. Ouais. L'histoire d'égalité des chances, c'est que si vous regardez autour du chef de l'État, vous allez voir, lorsque vous avez la chance de participer à certains moments privilégiés, vous vous étonnerez qu'autour de lui, il n'y a que des gens qui sont des premières générations de hauts cadres. C'est pratiquement le discours aujourd'hui de tous ceux qui ont travaillé avec le chef d'État autour de lui. Mais quand on voit au quotidien, les populations ne perçoivent pas cela. Elle devrait le percevoir comment je suis la population. Les populations je dont suis tu la parles, population. Moi, je vais revenir. Sauf si, une fois, c'est ça le danger. Tu vois, le danger, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'aimerais pouvoir, et je le fais régulièrement, me retrouver à Québec, et puis que je sois toujours de ce quartier qui m'a quasiment tout donné, parce que la plupart des valeurs qui m'habitent aujourd'hui, c'est dans les Akébé que je les ai construites. La fidélité, le respect des engagements, la solidarité, la loyauté, c'est des valeurs, j'ai envie de dire, de nous autres qui sortons de ces milieux un peu rudes, où il faut vraiment pouvoir compter les uns sur les autres. Donc la population dont tu parles, c'est nous. Tu venais de parler des valeurs. La loyauté, ta loyauté a été contestée par les gars de l'ONEP lorsque tu es passé directeur général de la GOC. Et ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux. Tu es rentré en clash avec certains gars sur les réseaux sociaux à cause de ça. C'est un manque de loyauté. Mais je pense même au moment où il était conseiller du président. Je vais me permettre une entorse au protocole et oser me comparer même à 10% au chef de l'État. Je pense que nous sommes tous les deux dans la même situation lorsque je l'entendais faire sa chronique. Nous sommes un peu ce que les autres considèrent comme des traîtres, mais des traîtres incompris. Lorsqu'on regarde le chef de l'État et qu'aujourd'hui on lui reproche certaines choses, les gens oublient que depuis les années 80, c'est lui qui, à l'intérieur du parti, avec certains autres, se battait pour qu'il y ait justement cette rupture avec les pratiques, les privilèges. Il a commencé ça en 1980. Donc aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent rester sur les mêmes stéréotypes et ne pas prendre le recul nécessaire pour voir l'action. Je vais parler de moi, c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Quand vous regardez mon départ de l'ONEP, les gens ont commencé à dire que le chef de l'État voulait zigouiller la tête de l'ONEP, si vous me passez l'expression. Mais si vous regardez tous les dossiers que j'ai eu à gérer, j'ai fait la stratégie d'investissement humain du Gabon. J'étais point focal pour le compte du chef de l'État. La réforme du système éducatif, éducation pour l'emploi. La réforme de l'Office national de l'emploi. Les lois sur l'apprentissage et l'emploi des jeunes, ce sont les sujets qui m'ont été confiés. Donc, qui mieux que quelqu'un qui a passé 10 ans à batailler pour ça, est-ce que vous choisissez pour mener ce combat? Donc tout ce qui s'est passé, c'est comment le chef de l'État passait à la partie partage de son programme politique. Il a cherché les ressources qui pouvaient, dans certains sujets, avoir la passion pour mener ces réformes à bien. Et c'est tout ce qui s'est passé. Or, si vous regardez aujourd'hui, je parlais de traîtres. En fait, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, si les adhérents de l'ONEP se retournent,
Et j'ai encore envie de dire, si vous avez suivi le conseil des ministres d'hier, vous avez vu que le directeur général de l'Office national de l'emploi, c'est Hans Landry Vala, qui était secrétaire général adjoint de l'ONEP, qui a mené les mêmes combats que moi pour l'emploi des jeunes. Et au moment où on passe de nouvelles lois pour favoriser l'emploi des jeunes, le chef de l'État encore, est-ce que ces lois ont déjà été entérinées? Elles sont passées en conseil des ministres il y a bientôt Mais c'est quoi l'effectivité sur le terrain aujourd'hui? Si mais vous êtes justement, la c'est réforme pour de ça l'emploi que- de l'actualité. c'est pour ça que je vous disais Un jeune que- métier, c'est ça votre réforme de C'est pour ça que l'emploi? je vous disais que le président de la République, en Kasparov politique, pour ceux qui connaissent les échecs, Oui. à chaque étape de son mandat, il cherche sur l'échiquier national les pions ou les pièces qui vont lui permettre de booster certaines de ses actions. Et prendre quelqu'un comme Hans Landry, voilà, qui a passé 10 ans aussi à se battre ou à militer pour l'emploi des jeunes. Les textes, il les connaît par cœur parce que ce sont des notions que nous avions en débat avec l'administration. C'est bien pour montrer qu'on n'est pas en train de juste piocher des gens parce qu'il faut piocher des gens. On prend vraiment les gens qui croient en ces sujets, des gens qui ont l'expertise ou même déjà la volonté de voir ces sujets progresser. Donc ce ne sont pas des... Donc toi, en tant que porte-parole, tu considères que tu étais une personne ressource pour tenir la tête de la JOC? Je pense plutôt en tant qu'ingénieur, parce Ah qu'avant oui, d'être d'accord, porte-parole, j'ai ingénieur, quand ouais. même 16 ans d'ingénierie et j'ai été responsable des terminaux de Gamba, des champs de Gamba, Ivinga et Totou. Donc, je connais un peu le métier. Je ne suis peut-être pas l'expert national, mais je m'y connais un tout petit peu. Alors aujourd'hui, quel est, de tous les combats que vous avez menés auprès du chef de l'État, quel est celui pour lequel vous êtes le plus satisfait? Je viens de vous le dire, le chef de l'État est allé chercher un syndicaliste et lui a confié tout ce qui est social. La lutte contre la pauvreté, la réforme du système éducatif est certainement la plus grosse victoire, la réforme de l'ONE, Mais les lois sur la réforme sur le l'apprentissage. système éducatif reste quand même de l'ordre de l'esprit. Parce que quand on regarde sur le terrain, tout ce qui avait été pris comme engagement au niveau des États généraux de l'éducation de 2010, rien pas toujours rien effectif. n'a été réalisé Il faut pratiquement. distinguer les états généraux de la réforme. Je pense que les états généraux, j'étais encore sur les bancs du syndicalisme. La réforme dit quoi? La réforme vous dit qu'il faut à un moment sortir du concept diplôme à tout prix, diplôme... Oui, qualification. diplôme plus ou moins théorique. Parce que j'ai eu la chance de faire mes études en Angleterre. Vous avez deux types de diplômes d'ingénieur. Vous avez un diplôme d'ingénieur et vous avez, par exemple, vous allez avoir un Master of Engineering et un Master of Science. La différence entre les deux, c'est que l'un est plus théorique que pratique. Le diplôme en ingénierie, c'est du pratique. Vous avez 30% de votre temps passé en salle de classe et le reste du temps, vous êtes sur le terrain. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre quand le chef de l'État parle de réforme du système éducatif. C'est sortir de ce carcan qui voulait que les gens fassent 6-7 ans d'études et ensuite aillent chercher l'expérience professionnelle. Aujourd'hui, ce que la loi dit, c'est que si vous avez un frère, une sœur qui est, j'aime bien cet exemple, en cours du soir à l'Institut de gestion, ils peuvent venir postuler à la GOC et avoir la demi-journée, 6-7 heures ou même 8 heures de travail dans la journée en entreprise et le soir, ils sont en cours. La seule obligation que vous avez, c'est qu'ils soient occupés dans les métiers pour lesquels ils sont en train de se former. Donc, s'il est en train d'étudier la compta, vous le prenez pour faire la compta. Le résultat est assez intéressant parce qu'à la fin de son cycle, une fois qu'il a fini ses 3 ans et qu'il se présente sur le marché du travail, on ne lui parlera plus d'expérience professionnelle. Mais aujourd'hui, ça reste toujours difficile à se matérialiser sur le terrain. Je pense que c'est difficile parce que je vais peut-être faire une entorse, les gens vont peut-être pas apprécier, mais parce que les gens ne s'approprient pas les choses. Comme je vous ai dit, les choses se font par passion. On voit des gens dans la rue pour tout et n'importe quoi, mais je ne vois jamais les jeunes j'ai envie de dire, investir l'Office national de l'emploi. Les conventions sont là. La première chose que j'ai faite en arrivant à la GOC, c'est signer la convention pour l'apprentissage. Comment vous voulez qu'un jeune, par exemple, qui soit à OIM, puisse avoir cette... Il n'y a pas de représentation de l'Office national de voilà, l'emploi. à OIM, comment il fait? Comment la réforme de l'emploi La touche le réforme jeune d'OIM? ça, c'est la réforme de l'emploi. La réforme de l'ONE dont je vous parlais, justement,
dit ceci, c'est que je crois qu'au IEM, il y a une représentation de l'ONU. Qui n'existe pas. C'est une inspection. C'est une inspection. Il n'y a que l'inspection du travail. Non. Il y a la représentation de l'ONU. Il y a l'ONU. Il y a 4 provinces qui ne sont pas desservies, mais le bureau ne sont fait pas partie des 4. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là où nous allons, c'est que au lieu d'avoir des vidéos tendancieuses sur Facebook et ainsi de suite tous les jours, ce que la réforme de l'ONU va faire, et c'est pour ça que je vous disais que prendre les ressources qui ont participé à concevoir cela, c'est vraiment pour le chef de l'État montrer que il y croit lui aussi et il met les personnes qui y croient autant que lui. L'idée de la réforme, c'est justement sortir de ce besoin de contact physique entre l'Office national de l'emploi et le demandeur d'emploi. Parce que moi, né à Okonja, si je rentrais même avec un doctorat, si mes parents sont à Okonja et je me retrouve là-bas, aujourd'hui, la meilleure façon pour moi d'être en contact avec les offres, ça restera la 4G et Internet. Donc, l'idée, c'est d'avoir maintenant une plateforme. On avait commencé des discussions avec Job Gabon pour voir comment créer des synergies avec l'ONU et c'est ce que nous allons accélérer. L'idée, c'est d'avoir des plateformes qui permettent de façon neutre entre le demandeur et l'employeur de se rencontrer sans avoir à passer par tous nos systèmes où si tu n'es pas le neveu de, l'oncle de, le fils de. Voilà, c'est ça l'égalité des chances. C'est vraiment lorsqu'il y a un boulot disponible à Port-Gentil, il doit être instantanément mis sur la toile de façon à ce que tous les demandeurs qui correspondent à ce profil puissent savoir qu'il y a ce job-là disponible et pouvoir poster pour le job en question, mais surtout que l'entreprise qui recrute ait accès à tous les potentiels candidats et choisissent par elle-même le candidat qui va les intéresser. D'accord. Alors moi, je voulais revenir un peu sur tes opinions personnelles en ce qui concerne la situation actuelle du PDG, parce que je sais déjà, est-ce que vous êtes membre du PDG? Voilà. Je suis membre du PDG. Je ne suis pas dans un organe quelconque, mais je suis membre du PDG. Vous étiez membre avant ou après avoir été à la grande? Ah non, le PDG dans ma famille, c'est génétique. C'est pas... Ah, il est quand même d'Nguena Soukou. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Il est voir. quand même d'Nguena Soukou. Je vous ai parlé tout à l'heure. J'aime bien ramener les choses. C'est génétique. La majorité des vieux du Parti démocratique gabonais. Je vais y arriver. J'aime bien partir de choses simples. Je vous ai parlé du christianisme politique. Nul ne va au Père. Père ici, c'est PR, président de la République. Ici, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous faisait avant. Lorsque vous vouliez monter politiquement, il y avait un patron de la province par qui vous deviez passer. Christianisme politique. Et je pense que de là, on est en train d'aller vers, nous qui avons fait un peu de biologie, ce que j'ai envie d'appeler la phagocytose politique. Les plantes les plus connues qui sont spécialistes de la phagocytose, c'est les fougères, n'est-ce pas? Ce sont toutes ces petites mauvaises herbes qui s'accrochent à des troncs d'arbres pour atteindre les cimes. Et au passage, s'assure d'avoir tué l'arbre en question et passe à l'arbre suivant. Je dis phagocytose politique, pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des leaders, je n'ai même pas envie de parler que du PDG, c'est tous les partis politiques de ce pays, qui, lorsqu'ils ont la ferme conviction qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts, n'ont pas juste ce petit grain de sel de courage en plus de sortir et de s'affirmer en tant qu'eux-mêmes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent comme des fougères, s'agripper à un tronc d'arbre qui aujourd'hui, dans l'exemple que vous avez pris, le PDG, et essayer de le sucer jusqu'à la mort, de façon à eux atteindre les cimes. Ça n'a aucune élégance en ce qui me concerne. Je ne trouve pas ça très élégant du tout. Et j'entendais, il parlait de poids politique des uns et des autres, mais vous et moi, même si on est tous d'une génération un peu en dessous de ceux qui sont en train de se battre, on a quand même vu que les gens ne s'affirmaient jamais par eux-mêmes. Ça a toujours été parce que le PDG décide que dans tel village, ça va être toi le candidat, et les gens votaient pour le PDG et non pour l'individu. Donc j'aimerais aussi relativiser cette histoire de force politique. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là où ils sont après avoir été élus dans des bourgades où il y a 100 personnes, juste parce que le PDG a dit c'est vous le candidat, et le rouleau compresseur PDG fait le reste du travail.
Non, je pense que l'opposition est en train de se transformer en maison de vie, en hospice d'anciens membres du PDG. Ils y vont pour une cure de jouvence, ils y vont parce qu'ils ont... Mais est-ce que c'est pas parce que aussi en interne au Parti démocratique gabonais, la situation est telle que le distingué comment laisse penser, les positionnements du distingué laissent penser qu'il serait aujourd'hui le seul à travers qui on peut essayer, du moins on peut vivre. Je ne suis pas sûr de savoir d'où cette analyse viendrait, mais ce que je dis, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de ma situation avec l'ONEP où j'apparaissais comme un traître. Je pense que le chef de l'État vit la même chose. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui, depuis les années 80, combat les mêmes personnes, en fait. Avant même d'être là où il est, il combattait déjà les mêmes personnes, les privilèges, les Comment combattre les façons. privilèges si nous-mêmes on est un privilégié? C'est peut-être là justement la beauté de l'exercice. C'est la même chose que quelqu'un vous dit quelle valeur tu as à vanter ton amour pour ton frère, ton amour pour celui qui t'aime. Je dis souvent chez moi à la maison qu'à quoi servent les sentiments quand tout va bien. Pourquoi vous devriez plutôt regarder ça avec le recul de dire voilà quelqu'un qui pourrait, lui, s'asseoir sur les privilèges et dire on continue comme on fait depuis 60 ans à avoir les enfants d'eux, les fils d'eux, les petits-fils d'eux et on continue à créer des dynasties comme ça. C'est lui qui vient casser ça. Je pense que la prouesse est plus grande lorsqu'on est nous-mêmes un privilégié par essence et qu'on décide soi-même de dire ce système ne peut plus marcher, il faut le combattre. Et la raison pour laquelle il est autant combattu, vous ne voyez pas les jeunes du PDG sortir des rangs. Vous voyez juste ceux qui ont profité de ce système-là. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas encore le poids requis? Le poids, je vous ai dit, chacun d'entre eux devra à un moment ou un autre, si les gens avaient le poids qu'ils vantent dans les médias et sur les réseaux sociaux, ils ne seraient pas en train de se balader avec des t-shirts du PDG à l'effigie d'Omar Bongo Ondimba. Ils seraient en train de créer leur parti. Ils réclament leur part d'héritage. Lequel? Le fait qu'ils ont été militants des années durant. Et vous êtes en train de me dire que c'est un message qui séduit vos oreilles. Pas nous. Les gens viennent. Pas nous. Non, mais je demande. Pas nous. Pas nous, mais c'est ce qu'ils ont renvoyé dans l'opinion. C'est ce qu'ils ont renvoyé dans l'opinion, monsieur. Non, mais j'aimerais finir là-dessus en disant lorsque l'on est fort, on se lève, on se tient debout sur ces deux jambes. On ne cherche pas à faire tout ce qui est subversif. Tous les classiques partent du PDG. Le président de la République, il compte sur quoi pour les élections? Parce que ces gars-là, c'est des gars puissants. C'est la question ils partent avec beaucoup, ils ont de l'argent. C'est des cocos du système. Ils connaissent les rouages parce qu'ils ont participé à solidifier ces rouages. Le président, il compte sur quoi pour gagner les élections? Sur vous, peut-être. Voilà justement là où vous et moi, on va devoir s'accorder pour dire que j'ai même presque envie d'applaudir quand vous parlez comme ça. Parce que ça montre le niveau de courage du président de la République, qui s'est fixé un objectif, c'est celui de dire que les castes, c'est fini. Et il est prêt à affronter tout ce monde-là parce qu'il faut que ça change. Et si nous, génération X, ou si nous, population gabonaise, n'ouvrons pas les yeux pour voir qu'il est combattu parce que ces gens veulent perpétuer ces systèmes-là, on va rater le coach. Mais il faut admirer ce courage-là qui est celui de dire moi j'ai décidé que nous allons abolir ce système-là. Ceux qui veulent rester dedans, mieux ils sortent et ils se mettent face à moi. Et la population va décider. Donc vous voulez dire que ceux qui sortent là refusent le changement? J'insiste pour dire le paradigme aujourd'hui que le chef de l'État essaie d'impulser, c'est justement celui du rapport de l'homme avec la population gabonaise. Pas du rapport de l'homme que l'on retrouve embrigadé dans des pactes et des arrangements nocturnes avec les gens pour dire oui, moi je veux rester, si je reste, il faut que je sois vice-président. On doit sortir de ça. Il faut commencer à mettre les gens devant leurs responsabilités et que celui qui estime qu'il est fort, comme je disais quelque part, qu'il crée son parti, qui se lève et qui montre aux gens qu'il est fort, qu'il a les ressources nécessaires. Tout à l'heure, vous avez bien dit que pour les anciens leaders, ils réussissaient, ils gagnaient dans leur circonscription parce que c'était des candidats du PDG, parce que le rouleau compresseur faisait tout le travail en fait. Et eux, au final, ils en bénéficiaient. Comment est-ce qu'on peut gagner? On peut espérer gagner quand on se met à dos les personnes qui, en interne déjà, se battre avec les gens qui sont autour, il n'y a pas de problème, mais en interne, ça devient compliqué. Notre erreur va être d'oublier que le PDG
c'est 15 000, 20 000 adhérents. Faisons attention à ne pas oublier que le PDG, c'est pas le Mais on peuple ne déroute pas gabonais. les adhérents comme ça. Non, mais je dis, vous en faites une histoire politique. On est en train de parler du président de la République, chef Mais de qui est l'État. distingué camarade du Parti démocratique gabonais. D'accord, mais ceux qui, candidat à votent pour lui, l'élection ceux qui présidentielle. votent pour lui ne sont pas que les adhérents du PDG. Et j'insiste pour revenir en disant, Oui, il y a les votants. ce sont sous-marins. les membres de base du PDG qui intéressent le président de la République. Pas les privilégiés d'en haut qui veulent les postes. Donc je dis, lorsque dans une circonscription, un de ces caciques aura décidé de partir, il part, il prend ses valises, il prend ses parents, ses amis et connaissances, ils vont monter leur parti. Le reste des PDGistes qui croient en ce parti resteront là et vont continuer à justement agir comme ce rouleau compresseur. Malheureusement pour eux, ils seront désormais en face du rouleau compresseur plutôt que derrière lui. C'est la seule chose qui va changer en ce qui Le nous président concerne. de la République a fait sa déclaration de candidature dans un chantier à Port-Gentil avec le gros slogan affiché « Changeons ensemble ». Ça signifie quoi exactement? Je pose toute cette question à nos invités. Ça signifie quoi pour lui « Changeons ensemble » Mais je pense que je viens de vous le dire, c'est changeant de paradigme. Sortons, je dis de moi ce que je comprends, et chacun de nous doit pouvoir, à un moment ou à un autre, si nous ne ramenons pas les messages politiques à nous-mêmes, nous n'y croirons jamais. Moi, j'y crois parce que je regarde et je vous dis, j'insiste pour dire, pire, lorsque tu es dans Konja City, comme on aime appeler notre village, le changement, nous le voyons. C'est ce changement où désormais, parce que tu auras du mérite, parce que tu auras travaillé, parce que tu auras du talent à faire quelque chose, la nation va te reconnaître comme tel. Et non parce que tu auras été le fils d'eux. Je vous ai dit, il faut regarder. Hein. Vous ne parlez que des mauvais exemples. Il y a beaucoup d'anciens qui étaient encore plus puissants que ceux que nous citons aujourd'hui. Je ne vais pas les nommer parce que je ne suis pas venu pour commencer à créer d'autres problèmes. Mais si vous regardez autour du chef de l'État, il y a beaucoup d'anciens qui, eux, ont compris qu'il était temps de passer la main, qu'une nouvelle génération est là et qu'il faut accepter plutôt d'accompagner. Dans tous ceux qui partent là, vous pouvez chercher. Vous allez voir que, regardez d'abord l'héritage qu'ils laissent eux-mêmes, pour eux-mêmes, avant de commencer à demander ce qu'ils vont laisser pour le pays. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai entendues dans ton intervention, Sef, qui m'interpellent. La décision d'exclusion de certains de ses membres est arrivée quasiment au même moment que l'organisation de leur sortie. Mais j'y ai vu Miboto. On lui a envoyé une invitation par DHL, où il était déjà invité avant que la décision d'exclusion ne tombe. Certainement. Ce sont ces petits mélanges de genres-là où à un moment, il faut justement avoir le courage politique de dire aux gens, soit vous êtes là, soit vous n'êtes pas là. La passivité, ça passe plus. Être passif là, attendre que les choses se fassent et ne pas s'engager de façon visible. Il y a beaucoup de gens comme ça dans des les rangs sous-marins. Et ils vont sortir. dans les rangs du PDG. Il vaut des gens mieux, qui sont il vaut mieux rester des avec. dubitatifs. Ils attendent que le vent tourne à gauche ou à droite pour se positionner. Est-ce que vous pensez que Comment vous allez faire les pour les instants du détecter? parti sont prêts à virer tous les membres d'Héritage et Modernité? Du PDG Héritage et Modernité, puisqu'ils sont affichés. Mais ils sont déjà virés. Moi, Pas tous, Je sais pas. 3 seulement. J'insiste pour dire. Est-ce que vous pensez que votre parti, notamment son directeur, aura ce courage? Vous C'est quand l'avez même plus vu d'une dizaine de hésiter. membres. Vous l'avez vu hésiter quand il a fallu sortir les 3 autres. Ben, ça, là, il s'agissait de 3. Non, mais je dis, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est tout. Il faut qu'on sorte de cette peur, panique que les gens ont de dire que quelqu'un est entré, quelqu'un est sorti. C'est pas ce qui intéresse les Gabonais aujourd'hui. On est en train de distraire les Gabonais avec de la politique. Mais quand ils sortent, on parle de quoi? Je vais présenter un candidat. Oui, mais pour faire quoi? C'est quoi le projet? Il y a un projet, il y a un chef. Ils ont quand même décliné quelques Mais points. Okay, notamment des points comme la réforme institutionnelle de l'État, que le chef de l'État a manqué Mais de ce faire. sont Par exemple, que je vous dis, c'est l'organisation que, des s'il vous scrutins. plaît, ce sont les mêmes qui, quand Ali Bongo Ondimba était ministre, l'ont sorti du gouvernement en 8 mois parce qu'il n'avait pas encore atteint un certain âge. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui, à 80 balais, viennent vous dire qu'ils vont changer les institutions de la République. Quand elles servaient leurs intérêts, ils ne se sont pas souvenus que ces institutions-là pouvaient mériter d'être revues. Il y a quand même la repentance.
Ah oui, j'ai entendu quelqu'un dire ça, que j'ai participé à la dictature, mais j'ai demandé pardon. On se moque de qui? Il a participé à quelle dictature? Le dictateur, c'était qui? C'est parce qu'on ne leur pose pas les bonnes questions. Le dictateur, c'était qui? Oublions le dictateur. Lui, il dit que j'ai participé à la dictature. Et il est face à même 10 Gabonais sérieux qui sont en train de l'écouter dire j'ai participé à une dictature. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette dictature? Quels sont ses crimes à lui? Qui vient nous dire ce qu'il a fait? Avant de demander pardon, on ne dit pas oui, j'étais là et je demande pardon. Il servait. Mais il servait à quoi? Il y en a qui portent les assiettes, il y en a qui portent les verres, il y en a qui vont dans les meetings, il y en a qui font tout un tas d'autres choses. Lui, il faisait quoi? Maintenant il servait à quoi? Une fois qu'il aura dit aux Gabonais ce à quoi il servait, il pourra leur demander pardon. Le reste là, c'est de la distraction. D'accord, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Dernière question quand même. Non, il n'y a plus de dernière question. La GOC a une position quand même assez stratégique dans l'économie gabonaise. Aujourd'hui, quelles sont les missions réelles de la GOC et est-ce qu'ils ont encore une position stratégique? Le baril est descendu. Qu'il soit descendu ou pas, ils gèrent quand même une quote-part en ce qui concerne les ressources nationales. C'est la diversité de l'économie maintenant. C'est fini le pétrole. Donc il n'a plus le pognon. Je pense que je vais terminer là-dessus en parlant de la crise pétrolière. Je vous ai dit, je m'y connais un tout petit peu. Lorsqu'on part en quelques années en 3 ans, de $110 à 25, parce que nous, le nôtre, il faut enlever $5. Chaque fois que vous voyez le baril coté à 30, le pétrole gabonais se vend $5 en dessous. Parce que c'est pas tous ça, c'est le prix du Brent. C'est la référence. Après, tous les autres sont classés. Nous, on a $5 en dessous. J'aimerais que quelqu'un me dise, vous qui êtes tous ici, je suppose, des salariés bien payés, parce qu'il y a un syndicaliste dans la salle quand même et bien traité. Si vous gagnez 100 francs CFA par mois et que du jour au lendemain matin vous vous retrouvez à 25 et que vous continuez à nourrir votre famille, à payer le taxi des enfants, à payer l'électricité, quelqu'un doit vous féliciter, n'est-ce pas? Oui. Voilà ce que le Gabon traverse. On avait 100 francs, on se retrouve à 25. Et grâce à la politique du président de la République, on traverse cette crise mieux que des pays qui produisent beaucoup plus que nous. Parce qu'on a su anticiper. Je ne cite pas les gens, mais il y en a beaucoup qui sont en cessation de paiement ou qui sont en train de puiser sur les réserves. Le Gabon n'a pas connu ça. Parce qu'on a anticipé et on a prévu les réformes. Et le rôle de la GOC, pour finir dessus, c'est essentiellement cela. C'est optimiser les revenus de l'État en prenant une part active dans le cycle de vie d'un champ pétrolier ou de la ressource pétrole. Les gens pourraient penser que le moment est mauvais pour la GOC, bien au contraire. En période basse comme ça, c'est bien pour nous parce que ça nous permet de faire des acquisitions. Donc là, nous sommes dans une stratégie agressive d'acquisition de champs pétroliers et d'actifs pétroliers parce qu'à $100, ce serait pour nous impossible à acheter. À 25, c'est nous qui profiterons un peu de la crise. Donc, les jours de la GOC sont roses. Donc vous êtes dans... Ça baigne. C'est tranquille. Nous sommes en train de redresser l'entreprise. On est quand même passé à... Et là encore, c'est encore un autre exemple de la résilience des projets du président de la République. Il faut expliquer résilience, c'est passé au quartier. C'est la résistance de la GOC, sa capacité à traverser une épreuve comme celle que nous avons traversée. Et je pense que cela vous montre bien que nous sommes engagés sur un combat où nous sommes déterminés, que ce soit politiquement ou dans le cadre de la GOC. Ouais, politiquement, et les épreuves, les distractions temporaires ne feront rien d'autre que nous faire sourire sur le chemin de Selon l'émergence. certaines sources, politiquement, comme tu venais de dire, Barreau Chambrier aurait été contre la création de la GOC. Je n'étais pas dans les secrets du ministère du pétrole. Là. Mais je pense qu'il faut, si je peux, vous m'avez sorti de mon lit, il faut quand même que je vous fasse une entorse. J'aimerais que vous restiez avec ceci. Ali Bongo Ondimba était 9 mois ministre des Affaires étrangères. Renseignez-vous. Il n'avait pas l'âge. Attendez, oui, selon ceux qui veulent changer le pays aujourd'hui. Non, mais selon ce que disait l'établissement. C'était ta dernière question. Non, c'est quelqu'un qui a décidé, des gens qui ont décidé qu'il fallait mais quelqu'un aussi a validé.
Mais Celui qui avait le pouvoir de nomination a validé. Mais les mêmes aujourd'hui veulent prétendre nous aider. Je disais, là-bas, je sais que du peu que je suivais à cette époque, il a, même en tant que ministre des Affaires étrangères, construit l'hôpital de Mouila et celui d'Oyem. C'est du concret. Enfin, quand il a été ministre de la Défense, si vous regardez sur une petite échelle la politique du chef de l'État, regardez son passage au ministère de la Défense. La santé, l'hôpital militaire. On dit qu'il a eu plus de faveurs en termes de budget que tous les autres. Mais il n'était pas obligé de le faire. Ils ont eu le budget, ils ont fait quoi? Les autres ont toujours eu la faveur pour s'enrichir et acheter des domaines, mais n'ont jamais eu les faveurs pour construire. Donc, au ministère de la Défense, vous avez à petite échelle Ali Bongo Ondimba sous la santé, hôpital, les infrastructures, le génie militaire. Chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, a remercié le génie militaire parce que quand le reste du système s'effondrait, c'est le génie militaire qui venait de l'eau. Ensuite, vous allez voir la formation en mode apprentissage. D'abord, l'hôpital d'instruction des armées. Vous êtes formé et vous pratiquez. Oui, juste en face. Ensuite, vous allez voir maintenant l'égalité des chances avec le Prytanée militaire. Qui a entendu un jour au Prytanée militaire qu'un enfant a été exclu à cause de sa situation sociale? Lorsque vous passez le concours du Prytanée militaire et que vous avez les prérequis, voilà, ton neveu il est fils de X, Y, Z. Non, donc, il vient du equal PK12. opportunity, l'égalité des chances. Donc voilà, si vous regardez, et les logements. Je pense que vous avez vu la campagne de construction de logements pour les officiers et autres qui a été menée lorsqu'il était ministre de la Défense. Ça, c'est pour l'armée, mais sur le plan pour les populations en général. Ce que je dis, c'est que si tu regardes les valeurs d'Ali Bongo Ondimba, regarde son action en tant que ministre à petite échelle et tu verras l'action qu'il va mener à la plus grande échelle. Mais pour le moment, ces dernières années n'ont pas été à la hauteur. Notre invité ce matin, qui était donc Arnaud Nganji, directeur général de la GOC et membre du Parti démocratique gabonais. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM. On va recevoir Elvis pour parler de sport parce qu'avec Mosley, les choses ne finissent jamais. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.